Si je vous dis cinéma d'animation psychédélique, vous avez sûrement en tête des scènes d'hallucination, montrant tout le potentiel de l'animation par la transformation infinie des formes et des couleurs. What'll I do? What'll I do? What an unusual view! I can stand the sight of worms and look at microscopic germs, but Technicolor pachyderms is really too much for me. Le sommet de la prouesse technique avec l'animation psychédélique a sûrement été atteint par Satoshi Kon dans son film Paprika, avec la parade d'objets, créatures et personnages étranges qui revient comme pour hanter les personnages sur leur identité. Le thème de l'identité revient dans Paprika, comme dans beaucoup de films d'animation psychédélique, comme une façon de troubler ce qu'on prend un peu trop souvent comme acquis, soi-même. Même si les effets spéciaux numériques ont beaucoup progressé et permettent de mettre en scène des métamorphoses impressionnantes, le cinéma d'animation reste un médium privilégié pour troubler les frontières entre le réel et l'imagination. La possibilité de tout dessiner dans le même style renforce notre trouble lorsqu'un élément qu'on croyait acquis se voit transformé en quelque chose de complètement différent. Mais du coup, quand on peut tout imaginer, il est aussi difficile de choisir quoi montrer. L'animation pourrait être ce vieux rêve cinéphile de tout raconter par l'image, sans barrière de la langue. Pourtant, c'est au travers de la contrainte, du dialogue, que j'ai trouvé intéressant d'interroger l'animation psychédélique. Car ce sont des scènes de conversation qui viennent selon moi le plus brouiller la certitude sur notre identité. Who am I? Who am I? Our bodies unchanged, yet our minds have lived 1,000 lifetimes. Is that enough time for me to forgive you? I don't know, but it's enough time for a synaptic dampener to wear off. Ce que Rick et Morty traitent un peu vite comme une blague, on va justement s'y intéresser sérieusement. Et si l'animation psychédélique était une façon de mieux comprendre ce qu'est notre identité. A l'aide de 3 œuvres qui mettent en scène des dialogues, je vais explorer comment l'ego est malmené dans le cinéma d'animation. Je parlerai successivement du Congrès d'Harry Folman, de Waking Life de Richard Linklater, et de la série The Midnight Gospel de Duncan Trussell et Phil Hendry. Je reviendrai également sur Paprika de Satoshi Kon à la fin. Si vous n'avez pas vu ces œuvres, je vous conseille évidemment de les regarder, mais je ferai en sorte aussi de vous donner suffisamment d'éléments pour vous permettre d'apprécier ce que j'ai retenu comme interprétation. Si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez passer le chapitre correspondant au film. La conclusion devrait vous intéresser, même en ayant évité un ou plusieurs extraits, bien que les voir tous enrichira votre propre interprétation. Le congrès de Harry Folman présente un monde en apparence utopique où chacun peut apparaître sous l'avatar qu'il souhaite. Everyone is what they want to be. And while they consume their new personality, they spread in the air those pheromones that your mind translates into an image. Dans les discussions qui présentent ce monde, on a donc la possibilité de voir les personnages principaux croiser d'innombrables avatars tirés de la culture populaire, de la mythologie ou de l'histoire. Des plans larges renforcent le vertige à côtoyer une foule aussi étonnante. Pour autant, on reste visiteur, comme si on suivait un guide dans un musée. On peut se demander si ces deux personnes se rencontrent vraiment, si elles arrivent à mieux se connaître dans un monde où l'on peut devenir qui on veut. Plus tôt dans le film, un plan serré sur une conversation posée sur un divan pourrait nous faire croire que nous allons rentrer dans un espace intime. Même si le jeune homme en rêve, l'hallucination ne semble pas partagée. Do you know what my dreams are? Robin? Robin? Can you see my dreams? 4 cockroaches playing poker on your lap, is that a dream? Yes. But it's not mine. On sort du film en étant frustré d'avoir suivi ces personnages se parler tout le temps, mais ne pas réussir à mieux se comprendre, comme si la rencontre n'avait pas eu lieu. D'ailleurs, on garde une impression beaucoup plus forte du retour en prise de vue réelle que du passage à l'animation. Dans ce travelling subjectif, du point de vue de Robin, la personne qu'on suit depuis le début, tous les avatars du monde se détournent progressivement d'elle. Mais on regarde par ses yeux à elle. La caméra de l'animation est à la place de sa tête, comme s'il nous regardait, puis détournait les yeux. Lorsque le produit cesse de faire effet, on comprend qu'aucune communication n'est possible. Chacun est enfermé dans son monde, incapable de voir le véritable monde qu'il partage. Cette désillusion vient donner une explication à la frustration qu'on a ressentie sur les scènes de dialogue. Les personnages se sont parlé, mais ils ne se sont pas rencontrés. Ils ont simplement projeté leur identité sans écouter l'autre. Le Congrès est un film déprimant parce qu'il décrit un monde d'illusions où chacun projette son ego sans tisser de relations.
Avec Waking Life, Richard Linklater hybride le documentaire et l'animation, grâce à la technique de la rotoscopie, qui consiste à redessiner par-dessus des images de prise de vue réelles. That could be your whole life. Le fil rouge de Waking Life est assez ténu. On suit un jeune homme qui semble être perdu entre rêve et réalité, ou bien peut-être entre la vie et la mort, mais qui rencontre une série de personnes avec qui il a des débats philosophiques et spirituels. Le son est celui d'entretien réalisé dans des conditions de documentaire, mais le format de l'image change radicalement avec les habituelles interviews. Le cadre bouge, le fond et le visage de la personne semblent osciller l'un par rapport à l'autre. Surtout, le réalisateur choisit un ou deux détails de la physionomie ou de l'attitude des gens qu'il interviewe pour renforcer l'impression qu'il donne. L'exemple le plus frappant est avec cet intellectuel dont le crâne semble vouloir éclater sous la pression de son cerveau, comme s'il avait l'ambition d'englober l'univers entier. Même s'il est silencieux, le protagoniste qui écoute nous permet d'avoir un point de vue de comparaison. Ce n'est pas toute la scène qui se déforme, mais la personne qui parle, ou l'espace autour d'elle, comme si on nous montrait surtout l'impression intime que la personne a eue sur le réalisateur. Toute la communication non verbale devient aussi importante que ce qui est réellement dit. Qu'on soit conscient ou non de ses choix et nous permettre d'accorder plus d'attention à ce qui est dit, et surtout aux changements dans les discours qui sont maintenant comme rythmés visuellement. Cette écoute attentive n'est pas non plus sans conséquence sur le personnage principal, qui lui aussi change plus subtilement au cours du film. I've got the benefit in this reality, if you want to call that, of a consistent perspective. What is your consistent perspective? Contrairement à ce qu'il répond sur sa perspective constante, il change bien, lui aussi, à force d'écouter tous ses points de vue, car son design n'est pas le même tout au long du film. Linklater est conscient que son dispositif parle aussi du cinéma lui-même, de sa capacité à nous faire avoir de véritables rencontres, capables de changer qui nous sommes et la perception de nous-mêmes. The whole Hollywood thing is just taking like film and like just try to like make it the storytelling medium where like you take these, books or stories and then you like, and then you have the script and you try to find somebody who sort of fits the thing, but it's ridiculous because it shouldn't be based on the script, it should be based on the person, or the thing. And in that sense, they're almost right to have this whole star system because then at least it's about like that person, Right, yeah. Instead of like the story. Obviously there's an narrativity to cinema because it's in time, just the way it's an narrativity to music. Mm-hmm. But you don't first think of the story of the song and then make the song. It has to come out of that moment. Mm-hmm. And that's what like film has. It's just that moment which is holy. And like this moment, it's holy. But like we walk around like it's not holy. We walk around like, there are some holy moments and there are all the other moments that are not holy, right? But like this moment's holy, right? And I feel like film can let us see that, can like frame it so that we see like, this moment, holy. And it's like holy, 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 moment by moment. But like who can live that way, Who can like go, wow, holy? Because if I were to like look at you and just really like let you be holy, I don't know, I would like stop talking. À la fois en zoomant sur ses yeux, en amplifiant ses pupilles, en dessinant le surcadre qui apparaît magiquement quand la personne le dessine, ou même juste en filmant l'échange de regards en silence, Linklater nous montre la capacité du cinéma à accorder de l'attention à l'autre. Le réalisateur nous demande de prendre au sérieux cette rencontre, de réfléchir dessus. Qu'est-ce qui se joue entre ces deux personnes? Well, like let's do it right now. Like let's have a holy moment. Il n'y a rien de plus banal au cinéma que deux personnes qui discutent, assises l'une en face de l'autre. Ce qui dans un autre film aurait été rendu quasiment invisible, ici saute aux yeux. Une conversation ne devrait pas nous laisser indemnes, mais changer notre regard. The Midnight Gospel de Duncan Trussell et Phil Hendry va un cran plus loin que Waking Life, en éloignant encore plus le son et l'image. Basé sur des podcasts, le son garde des qualités audio d'enregistrement. On a l'impression d'entendre deux personnes dans un studio qui discutent sans que leur conversation ne soit scriptée. La sincérité est renforcée par toutes les petites imperfections du langage qui sont laissées dans le montage final. Les hésitations, les rires spontanés ou les inflexions de voix qui montrent le doute, la peur, l'excitation. L'image, par contre, est une traduction visuelle des idées évoquées par les personnes. Mais cette traduction visuelle semble avoir sa logique propre. Les personnages sont régulièrement démembrés et reconstruits, comme si toutes les nouvelles idées amenaient à de petites morts, susceptibles de nous changer complètement. Ce lien entre l'apparence et l'idée de mort est d'autant plus fort dans l'épisode 7, avec l'incarnation de la mort elle-même, comme idée que l'on refuse ou craint, alors qu'il serait plus sain de l'entretenir, quitte à négocier l'image qu'elle pourrait prendre pour être acceptable. I am death. It's nice to meet you. My name's Clancy. Sorry, I had something in my throat. Hey, would you like to be interviewed for my space cast? It's a space blast. It goes into space. I guess. But before we start, you need to describe my form so I can manifest. Huh? Describe me. What does death look like to you?
I think we need to simplify this. All right, well, how'd you feel about just being a normal Grim Reaper, but keep that fun-looking eyeball? You look cool. Comment passer du tabou de la mort à une idée envisageable? Cette évolution va être explorée plus concrètement dans l'épisode 8, en recréant la conversation d'un des créateurs de la série avec sa propre mère, malade d'un cancer. La conversation est jouée et rejouée sous plusieurs incarnations, permettant d'accepter la réalité de ce qui est discuté. Le visuel est de plus en plus psychédélique, mais la bande-son rappelle la fatalité concrète de la mort d'un être qu'on aime. But so many of us are spending so much time engaged in just ridiculous activities. It seems like just to try to avoid this experience. Exactly. People really try to avoid the consideration that they are going to die and the people they love are going to die. What advice would you give to people out there who are dealing with this? I would tell them to cry when they need to cry and to turn toward this thing that's called death and see what it has to teach you. It's a tremendous teacher, free of charge. Not desirable. It is desirable, and that's why it hurts. It's ego death. Your heart cracks open, and your ego is dying. Right. Well, I love you very much, obviously. Les idées explorées dans The Midnight Gospel sont incarnées par des choix techniques qui renforcent l'idée qu'on est réellement le produit de toutes nos relations. Dès notre naissance, on va être amené durant notre vie à nous transformer en permanence au contact des autres. Du coup, vouloir figer notre identité ne peut nous mener qu'à la souffrance. On a peut-être rangé Paprika un peu trop vite dans la catégorie carnaval pour les yeux. Dans cette scène, un des personnages parle d'une règle de cinéma consistant à ne pas franchir une limite établie entre les plans précédents. Pourtant, en l'expliquant, Satoshi Kon ne peut pas s'empêcher de briser la règle et d'attirer l'attention sur le fait que ce serait bizarre dans le montage. Imaginary line ってのはさ、被写体の間をこう結ぶ線のことでね、カメラがこの線を勝手に越えると、ほら、カットのつながりがおかしいだろう。Ce choix, ainsi que le reste de la scène, reste un mystère, même lorsqu'on connaît l'histoire et les différentes illusions imbriquées les unes dans les autres. Mais je ne peux pas m'empêcher, après avoir discuté du congrès, de Waking Life ou de The Midnight Gospel, de penser que Satoshi Kon est conscient du pouvoir du cinéma pour troubler notre tendance à vouloir figer le monde, les autres ou la perception de nous-mêmes. Le fait que Satoshi Kon brise un tabou cinématographique dans la même scène où le personnage réalise la confusion sur son identité en vient me faire penser que les deux sont liés. Est-ce que l'identité est une convention qu'on ne pourrait pas briser de temps en temps? Cette idée tirée de Paprika m'amène à réécouter ce qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'extrait de Waking Life. The whole Hollywood thing is just taken like film and like just try to like make it the storytelling medium where like you take these, you know, books or stories and then you like, you know, and then you like you have the script and you try to find somebody who sort of fits the thing, but it's ridiculous because it's not, it shouldn't be based on the script, you know, it should be based on the person, you know, or the thing. And in that sense, they're almost right to have this whole star system because then at least it's about like that person, you know, right, and, yeah. You know, instead of like the story. Il y a quelque chose d'assez troublant à se dire qu'on revient peut-être voir les films d'un acteur ou d'une actrice, non pas pour le rôle qu'elle ou il joue, mais pour la personne qu'on croit qu'ils sont, en dehors des films dans lesquels on les voit, ce qui est évidemment une illusion. Toutes ces œuvres remettent en question une fonction fondamentale profondément ancrée dans notre développement psychologique, la fonction de permanence d'objet, qui apparaît dans notre esprit alors qu'on est encore bébé, entre 8 et 12 mois. La permanence d'objet, c'est la capacité à se représenter le monde comme une chose distincte de soi, un monde qui continuerait d'exister sans qu'on ait besoin de le regarder ou d'y penser. Ça peut apparaître absurde, mais c'est pas du tout évident pour un cerveau de bébé. C'est évidemment très important pour être éduqué plus tard comme un individu autonome, car si le monde continue d'exister sans moi, c'est que mon existence est une réalité à part. Le problème vient lorsque cette fonction s'emballe un peu trop et qu'on en vient à avoir des idées figées sur tout. Le monde, les autres ou soi-même. Il y a une différence fondamentale entre accepter que le monde continue d'exister sans nous et que le monde existe tel que nous l'avons imaginé, sans autre évolution possible, une fois pour toutes. Figer les idées, les personnes ou son identité peut avoir un aspect rassurant dans un monde qui sinon semble totalement chaotique. Pourtant, le cinéma d'animation psychédélique nous rappelle qu'il est dangereux de s'enfermer dans cette illusion. C'est peut-être la signification révolutionnaire derrière la parade hallucinée de Paprika. Rien n'est réellement figé si on y prête suffisamment d'attention. L'identité est une illusion, la vôtre comme la mienne. Ce
qui est plus intéressant par contre, c'est la relation que l'on peut avoir ensemble. Dans les scènes de conversation de toutes les œuvres évoquées, la volonté de dialoguer tout en hallucinant est aussi une façon de faire le deuil de l'ego. Une façon de diluer complètement les frontières de son identité. À la fois les personnages se transforment, mais ils s'influencent aussi de façon visible. La parole devient un acte magique qui renforce chacun à condition qu'il accepte de changer, de se métamorphoser, de lâcher prise sur ses certitudes. Le choc esthétique de l'animation peut donc nous permettre d'être plus attentifs à autrui, mais aussi moins rigides sur notre définition du monde ou de nous-mêmes. Ce cinéma nous montre un chemin pour faire la paix avec notre propre identité. Cette vidéo sur le cinéma d'animation conclut une mini-série sur l'héritage psychédélique. Elle complète ce que nous avons pu découvrir dans les 2 précédents volets. Après avoir parcouru toutes ces œuvres, je crois encore davantage au potentiel du cinéma pour nous faire halluciner la réalité, nous faire prendre conscience de l'immensité de notre ignorance, nous montrer toutes les transformations possibles, même potentielles, de notre perception de nous-mêmes. Ce qui me fascine dans tout ce que j'ai appris, c'est la capacité du cinéma à nous montrer ce qui pourrait exister, plutôt que l'habitude à renforcer nos certitudes sur ce qui serait condamné à exister encore et toujours. Ces enseignements peuvent être précieux pour préciser ce qu'on cherche dans le cinéma. Plus qu'un divertissement, une expérience qui change chacun d'entre nous, chacun à sa manière. Une expérience pour nous aider à avancer dans la vie, une expérience pour assimiler les bouleversements, une expérience pour nous rendre plus résistants face à l'imprévu, une expérience pour nous rendre plus braves face à l'inconnu. Tous ces films dits psychédéliques sont autant d'excursions dans des images nouvelles, régénératrices et transformatrices. Ces images se situent à l'opposé de la tendance à ne consommer que ce qu'on a déjà aimé, à flatter notre zone de confort, à refléter notre quotidien et nos habitudes. Ces images font du bien, car elles ne sont justement pas réalistes. Le réalisme est devenu une boucle entre les actualités et les fictions, une façon de ne jamais plus rien désirer qui n'existe pas déjà, un cercle qui enferme notre perception déjà limitée dans ce qu'on a l'habitude de voir ou de croire. Une image réaliste n'est pas une image qui a plus raison que les autres, à part si on lui donne ce pouvoir. Les images psychédéliques permettent donc de sortir de notre esclavage volontaire. On se remet à remettre en cause nos croyances, on s'ouvre à l'immensité des possibles pour nous-mêmes, notre société, notre espèce. Bref, le cinéma se remet à imaginer. Après avoir vu tous ces films, je suis convaincu qu'on peut créer, sans substance chimique, sans divinité, sans même de grands moyens, des expériences sensorielles capables d'accompagner nos cerveaux à changer pour faire face aux plus grands défis, qu'ils soient personnels ou planétaires. Car les images qu'on consomme font aussi de nous ce que nous sommes. Peut-être d'ailleurs est-il temps de changer de menu. Ciné-Chamanisme, c'est une chaîne de format de vidéo. Dans les vidéos marquées du logo XP, je vous propose des idées de mise en scène originales dans des courts-métrages expérimentaux. Et la semaine d'après? Et encore la semaine suivante? À force de rien faire parce qu'on pourrait être ceci ou cela, on vit plus. Dans le format enquête d'images, je commande des extraits pour vous aider à l'analyse de films. Cette méthode permet aussi de vous aider dans les choix de mise en scène si vous êtes vous-même intéressé pour réaliser des films. Ces vidéos peuvent aussi vous faire réfléchir sur les contraintes et choix techniques, quel que soit l'art qui vous intéresse. Vos commentaires sous les vidéos m'aident tout particulièrement, car ce sont vos avis qui me motivent pour continuer à créer à ce rythme, à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. Vous pouvez aussi cliquer sur la fameuse petite cloche, car YouTube ne recommande pas forcément mes vidéos, même si vous vous êtes déjà abonné. Ciné-Chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir le monde, grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.